Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre approfondissement du thème de l'adhérence intercellulaire. Le cours d'aujourd'hui s'intitule couplage inter- et intramoléculaire. Nous allons entrer effectivement dans la chimie de l'adhérence sans perdre de vue pour autant la perspective cellulaire et même tissulaire du problème de l'adhérence que j'avais abordé dans le premier cours d'introduction et qui se voulait une motivation pour l'approfondissement de ce thème des interactions intercellulaires. En préambule, et pour celles et ceux qui n'ont pu être présents ou entendre le cours accessible en ligne, je me permets de revenir quelques minutes sur un certain nombre de conclusions du cours précédent et qui, à mon sens, sont importantes à avoir à l'esprit avant d'aborder les notions discutées aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons vu que l'adhérence, historiquement, et toujours d'ailleurs de façon actuelle, peut se comprendre comme associée aux notions de sélectivité ou de spécificité d'agrégation de cellules. On sait bien que l'un des enjeux de la biologie est, tout en étant dans un monde physique réductible à des notions et des paramètres quantifiables, doit prendre en compte la spécificité d'interaction, c'est-à-dire l'unicité de certaines interactions parmi d'autres, et cela de l'échelle moléculaire à l'échelle cellulaire, des organes et même des organismes. Donc cette notion n'est pas simplement une notion ancienne qu'il s'agit de dépasser, mais de comprendre en termes quantitatifs, à mon sens. La deuxième notion importante, et nous l'avons fait en suivant en particulier le travail de Johannes Hollfreter, est qu'une expérience un peu fondatrice, et qui sera d'ailleurs une trame de fond jusqu'au cours prochain, les expériences de tri cellulaire, phénomènes par lesquels des cellules dissociées d'un organisme se réassocient en fonction de leur provenance embryonnaire, le font, d'après Hollfreter, principalement en suivant de façon sélective un comportement migratoire. En fait, la notion de sélectivité ou de spécificité selon Hollfreter est principalement associée à des phénomènes de migration cellulaire. Le phénomène d'adhérence qu'il prend tout à fait en compte est non spécifique dans une première étape et discuté en dernier recours pour la séparation finale des cellules une fois qu'elles sont déjà ségrégées. Donc la spécificité vient d'un comportement migratoire. Et nous avons vu ensuite que les discussions amicales et néanmoins soutenues entre Hollfreter et un chercheur plus jeune que lui, Malcolm Steinberg, dans les années 60, s'est voulu une simplification de la question de la spécificité en la réduisant finalement à une question purement quantitative, l'identification d'un facteur purement quantitatif, celui de tension de surface, qui dans un contexte ou dans un modèle thermodynamique où les cellules, telles des fluides, minimisent leur énergie d'interaction avec leurs voisines, se comportent effectivement donc comme des fluides, et les configurations adoptées par les cellules, comme par exemple dans les expériences de tri cellulaire, aboutissent à des configurations qui peuvent se prédire par l'énergie d'interaction ou l'énergie d'adhésion des cellules les unes par rapport aux autres, comme des molécules le feraient dans un fluide. Donc l'analogie est proposée de façon très explicite par Malcolm Steinberg dans son article fondateur de 1963. La découverte des molécules d'adhérence intercellulaire dans les années fin 70, début 80 a permis une validation, je précise, apparente de l'hypothèse d'adhérence différentielle. Et enfin, nous avons discuté une critique intéressante de l'hypothèse d'adhérence différentielle par Albert Harris en 1976. Et nous verrons dans le cours d'aujourd'hui et l'année prochaine en quoi un certain nombre de notions qu'il a avancées en ces années s'est révélé tout à fait juste et permettent de comprendre à nouveau frais le concept d'adhérence différentielle. Pour situer les choses de façon plus précise, voici une expérience qui saisit les notions principales de Malcolm Steinberg
après la caractérisation des molécules d'adhérence, à savoir qu'il n'y a pas de sélectivité apparente dans le processus d'adhésion, dans la mesure où l'expression à même niveau d'une cadérine E-cadérine et d'une autre cadérine P-cadérine, visible dans les cellules qui sont respectivement vertes et rouges, donne en fait une configuration où les cellules sont mélangées de façon à peu près uniforme dans cet amas de cellules vu en section. En revanche, l'expression à plus fort niveau de P-cadérine permet une ségrégation à l'intérieur de la sphère, enveloppée par les cellules cadérines. Et on peut inverser cette configuration en changeant le niveau d'expression respectif de E-cadérine par rapport à cadérine. Donc on voit bien que finalement le niveau d'expression semble suffire à changer la configuration d'enveloppement des cellules. Et il n'y a donc pas de façon visible de sélectivité ou de spécificité propre à la cadérine qui serait non réductible à une notion quantitative, précisément le travail réversible d'adhésion entre les différentes cadérines exprimées à la surface de ces cellules. Et on peut voir ici comment l'expression à des niveaux différents de N-cadérine permet effectivement, conformément à cette notion purement quantitative, effectivement, que alors que l'expression égale de N-cadérine dans les cellules respectivement rouges et vertes, l'augmentation de la cadérine dans les cellules rouges permet effectivement leur ségrégation à l'intérieur de la sphère, enveloppée par les cellules exprimant moins de N-cadérine. Cela dit, une réserve importante, il n'y a pas dans ces études de mesure directe de la résistance des interactions moléculaires aux forces auxquelles ils peuvent être soumises, et non plus de mesure directe des forces en fait, de cohésion ou d'adhésion entre cellules. Donc, nous allons voir aujourd'hui les expériences qui permettent de faire ces mesures et de revoir donc, la notion d'adhérence différentielle dans ce contexte. De surcroît, les expériences de Steinberg et de Takeichi dans ces années-là font l'hypothèse tacite que la concentration de cadérine mesurable dans une cellule est corrélée de façon directe, linéaire par exemple, avec la force d'adhésion, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et Albert Harris avait bien soulevé ce point dès 1976. Précisément, rappelons-nous les critiques formulées par Albert Harris, qui en fait se fondent sur la légitimité de la ressemblance entre des agrégats de cellules et des liquides. Le premier point est qu'effectivement, les cellules ne sont pas des particules passives, comme le seraient des molécules d'eau ou dans un corps gras, mais sont des particules actives. Et donc, l'idée d'utiliser des modèles thermodynamiques dans lesquels on fait l'hypothèse que la configuration finale des cellules en fait, reflète la minimisation locale ou absolue de l'énergie du système n'est pas forcément fondée. En tout cas, il est important de prendre en compte que le système sera hors équilibre. Quel sera l'impact de cette notion dans la compréhension des phénomènes de ségrégation est une notion que l'on aura l'occasion de rediscuter. Le deuxième point est que, alors que dans un fluide, les phénomènes d'attraction à courte échelle induisent des forces d'attraction qui sont exactement réversibles, des forces de dissociation. Ce n'est pas forcément le cas pour des cellules. Donc, pour des molécules, les forces dont il s'agit sont des liaisons d'hydrogène, des forces de Van der Waals, des interactions électrostatiques, etc. Quid des cellules? Et il est important de prendre en compte que, par exemple, si jamais il existe une maturation des phénomènes d'adhérence au cours du temps après contact entre les cellules, le travail de déadhésion n'est pas forcément, ne sera pas même strictement l'opposé du travail d'adhésion. Donc cette analogie entre fluide et agrégat de cellules repose sur l'hypothèse tacite qu'il y a une similitude du travail ou l'identité du travail d'adhésion et de déadhésion qui n'est pas forcément le cas. Et en fait, les phénomènes de maturation de l'adhérence qu'on aura l'occasion de voir dans les prochains cours montreront qu'effectivement ce point est important. Et dernière notion importante est que effectivement l'hypothèse d'adhérence différentielle repose sur l'idée que les molécules d'adhérence sont reportées de façon aléatoire mais globalement en moyenne uniforme sur une surface et que donc l'énergie de surface peut directement se relier à la densité moyenne de cadérine sur une surface.
Et d'ailleurs, dans son article de 1963, de façon explicite, et pour justifier son approche quantitative, Malcolm Steinberg utilise cette notion pour prédire quel serait le travail d'adhésion à partir de la densité des cadérines, des molécules d'adhérence à la surface des cellules. Or, on verra le cours prochain que les cadérines ne sont pas distribuées de façon uniforme. Je pense important de revenir sur cette critique parce que je pense que l'ensemble de ces points forme une trame de fond importante à avoir à l'esprit en voyant aujourd'hui ce qui sera en fait une critique constructive de l'hypothèse de Malcolm Steinberg. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre et clore le chapitre base moléculaire de l'adhérence, en tirer un certain nombre de conséquences sur la compréhension des processus d'adhérence. Et puis, j'aimerais poursuivre et un peu finir ce chapitre sur les aspects moléculaires de l'adhérence en vous parlant de l'origine évolutive des molécules d'adhérence qui a été profondément renouvelée ces toutes dernières années et qui permet de voir dans une perspective évolutive qui, comme on le sait, est la seule perspective qu'il convient d'avoir à l'esprit pour comprendre les phénomènes biologiques, en tout cas une perspective aussi importante que les notions physiques. Cette perspective évolutive a énormément changé et permet de comprendre d'où vient ce système d'adhérence dont nous parlons. Concernant la nature chimique des couplages intercellulaires, pour des raisons à la fois pédagogiques et en partie historiques, il convient donc de séparer deux notions. On va dire la vision extracellulaire, dans laquelle on prend en compte les interactions entre les ectodomaines des cadérines, puis ensuite la vision intracellulaire, qui est sans doute la notion la plus tardivement assimilée au modèle d'adhérence différentielle et d'adhérence au cours du développement. Donc, tout d'abord, la famille des cadérines, qui donc s'est identifiée par le clonage moléculaire dans les années 80, 90 et depuis, est une famille extrêmement large, caractérisée par ce domaine EC en vert ici et qui peut être présent en quantité variable suivant les molécules transmembranaires dont il s'agit. Vous voyez donc ici ce qu'on appelle la famille des cadérines classiques, dans laquelle il y a un domaine transmembranaire, un domaine intracellulaire dont nous aurons l'occasion de reparler, et quelques domaines EC extracellulaires qui sont impliqués dans l'interaction homophilique des cadérines. D'autres molécules d'adhérence, comme celle de la famille FAT-Daxus, présentent un très très grand nombre de tels domaines extracellulaires. À vrai dire, même dans la famille des cadérines classiques, caractérisées par ce domaine intracellulaire particulier, et suivant les organismes, le nombre de domaines EC varie énormément. Par exemple, chez la drosophile, il y en a plus de 10, alors qu'il n'y en a que 5 chez les vertébrés, les mammifères. Donc une large famille, et pour vous donner un exemple, dans la souris, il y a à peu près 127 cadérines identifiées. Donc il s'agit en fait d'une famille extrêmement large, et dans le chapitre évolution des cadérines, nous aurons l'occasion de revenir sur l'évolution de la structure des cadérines et ce que cela signifie sur l'évolution des fonctions associées aux molécules cadérines. Le contexte dans lequel ces molécules cadérines est à apprécier peut se saisir sur cette image de microscopie électronique des années 60 où Palladé et ses collègues ont caractérisé en microscopie électronique la nature des interactions dans les cellules épithéliales et en particulier identifié des zones particulières où sont concentrées, comme on le verra, les molécules d'adhérence, en particulier cette structure appelée zonula adherens que l'on peut voir ici, qui est plus dense dans ces images, ainsi que les desmosomes. Chacune contient des familles de cadérines particulières, le cadérine dans les cellules épithéliales et les cadérines de desmosomes par ailleurs, qu'on a vu dans la diapositive précédente. D'autres images de microscopie électronique dues à Donhäuser quelques années plus tard, et à vrai dire vraiment assez extraordinaire, permettent d'identifier ici deux cellules différentes
l'espace extracellulaire et cette structure en échelle qui correspond, comme on le saura plus tard, au domaine cadérine extracellulaire liés entre eux dans des interactions homophiliques. Cette structure-là vient de la région de la zonula adherens que je vous ai montré dans l'image précédente, et toutes ces structures extrêmement denses que l'on voit correspondent au cortex d'actine dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui et plus tard. Et effectivement, une revue récente de Takeichi permet de voir le modèle finalement moléculaire, alors très simpliste, de la ligation homophilique des cadérines entre deux surfaces par l'intermédiaire du domaine EC. Et des images structurales montrent précisément l'interaction, comme nous allons le voir plus en détail, entre les domaines EC terminaux des cadérines qui, en fait, chez les mammifères, où les études ont été le plus approfondies, sont responsables seuls principalement des interactions homophiliques entre cadérines. Des études ces dernières années ont pu montrer de façon plus précise même l'organisation de ces molécules de cadérine dans l'espace extracellulaire grâce à des expériences de microscopie électronique assez remarquables de deux laboratoires cités ici. On voit ici un desmosome, on voit dans la partie extracellulaire l'organisation des cadérines de desmosome. Connaissant la structure des cadérines étudiées indépendamment du contexte cellulaire, on peut superposer ces structures et voir leur arrangement extrêmement dense. Donc ceci aura une importance pour comprendre le phénomène d'adhérence. Ici, finalement, nous voyons une organisation homophilique très particulière avec une très grande densité des molécules de cadérine. Il convient de se rappeler néanmoins que dans la surface libre, c'est-à-dire en dehors de ces points focaux d'adhésion, les cadérines diffusent et sont présentes sous forme de monomères ou de clusters ou d'oligomères qui peuvent être caractérisés. Donc on voit ici une très très grande densité dans l'organisation des cadérines présentes dans les structures de desmosome ou dans les zonula adherens étudiées dans ces deux articles. Les études structurales des cadérines sont le travail tout particulier de deux équipes à Columbia University, Larry Shapiro et Barry Hoenig, qui sont responsables de la caractérisation complète et du modèle largement reconnu de l'interaction entre cadérines. Tout d'abord, les cadérines classiques, donc représentées ici, avec leurs 5 domaines EC, et le domaine EC aminoterminal, le domaine 1, dont la structure est présentée ici, avec des brins bêta représentés ici en violet, qui s'organisent, comme on peut le voir. Et le point important, nous avons parlé du rôle du calcium dans les processus d'adhérence. Vous vous souvenez que la présence de calcium est essentielle à l'agrégation intercellulaire. Le calcium, les ions calcium se lient dans la structure, comme on peut le voir ici, dans cet agrandissement de l'image, et ici le contexte général de la structure de la cadérine, qui adopte une conformation en arc qui a une certaine rigidité. Et cette rigidité, en fait, est conférée par la liaison spécifique du calcium entre les domaines EC, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, en l'absence de calcium, la structure est désordonnée, empêche la reconnaissance homophilique d'après les modèles. Et vous vous souvenez que l'article de François Jacob au début des années 80 a fait l'hypothèse effectivement que le lion calcium en fait stabilisait la conformation nécessaire à l'engagement homophilique des cadérines, ce qui s'est révélé structurellement tout à fait vrai. Les études de Larry Shapiro et Barry Hoenig a permis de montrer une propriété assez remarquable de l'interaction entre les domaines EC terminaux dans l'engagement homophilique de cadérines, à savoir ce qui s'appelle l'échange de brins entre les différentes cadérines. Vous voyez ici une cadérine qui, de façon simpliste, présente cette partie aminoterminale qui en fait s'échange avec le domaine EC d'une cadérine représentée ici par une autre couleur et qui en fait provient de la cellule située en face. Donc on a ici une cadérine venant d'une cellule 1 et l'autre cadérine présentée en face sur l'autre surface. Leur engagement et leur liaison homophilique impliquent
l'échange de brins bêta dans la structure du domaine EC aminoterminal. Et cette interaction implique en particulier un acide aminé tryptophane. Et c'est l'avantage d'une étude structurale, c'est qu'elle permet après de faire des prédictions, notamment des mutations, qui affecteront spécifiquement cet échange de brins et qui permettent donc de voir les conséquences fonctionnelles de ces perturbations dans la structure des domaines EC de cadérine. Et effectivement, donc, étape suivante des études structurales de ces équipes, l'identification d'un dimère X qui est un domaine d'interaction qui a pour propriété de réduire l'énergie d'activation impliquée dans la liaison homophilique de ces cadérines et qui est nécessaire pour l'échange des brins bêta dans les structures aminoterminales des domaines EC. Et en particulier, ce qui est proposé par ces auteurs, c'est que ce dimère X rend cinétiquement favorable en fait, l'échange de brins bêta dans les domaines EC. Et on va voir dans les études fonctionnelles à la diapositive suivante le test expérimental de cette hypothèse fondée sur des observations structurales et biochimiques de ces protéines. Et donc l'idée proposée par ces auteurs est que le dimère X est nécessaire en fait, à l'échange rapide, association-dissociation des domaines EC des cadérines en conformation homophilique. Et effectivement, on peut voir donc ici un mutant qui empêche la formation de ce dimère X. On peut voir qu'en présence de calcium, un contrôle de cadérine sauvage forme des agrégats, dont on voit ici la présence, et qui disparaissent en présence de DTA chélateur de ion calcium. Le dimère X, même en présence de calcium, ne donne pas naissance à des agrégats de taille normale par rapport au sauvage. Et de même, le mutant tryptophane, transformé en alanine, qui empêche la formation de l'échange de brins entre les domaines EC terminaux, de même empêche la formation d'agrégats multicellulaires de cadérine. On voit par ailleurs que ces protéines sont néanmoins présentes à la surface de cellules, donc il ne s'agit pas simplement d'un problème de présence à la membrane de ces protéines. Elles sont présentes et néanmoins le mutant qui empêche la formation de ce dimère X ou qui empêche tout simplement l'échange de brins entre les domaines de C empêche en présence de calcium la formation d'agrégats cellulaires. Donc le modèle structural proposé par Hoenig et Shapiro semble avoir ici une relevance fonctionnelle. Plus précisément, l'équipe de Troyanovsky a pu faire une étude plus précise de la dynamique des cadérines à la surface des cellules. Vous savez que l'on peut étudier la dynamique d'une protéine à la surface en suivant la fluorescence de ces protéines. Différentes approches existent. Celle qui sans doute est la plus précise pour mesurer la diffusion est des expériences de photoactivation dans lesquelles la cadérine et son domaine transmembranaire est fusionné dans son domaine intracellulaire avec une protéine fluorescente photoconvertible. Il s'agit en fait de changer le spectre d'émission de cette protéine fluorescente après activation avec de la lumière bleue, par exemple, et qui permet de suivre la diffusion de cette protéine. Nous allons voir les expériences en détail. Il convient toujours de vérifier que ces protéines sont fonctionnelles. Ces tests fonctionnels sont non pas absolus parce qu'ils ne sont pas faits dans un organisme dont on peut voir la viabilité, mais ils sont faits en culture des cellules où l'on peut voir que les cellules ayant une cadérine fusionnée avec d'Indra, donc cette protéine fluorescente, forment des interactions homophiliques avec recrutement des caténines, comme ici bêta-caténine. Ces études ont délibérément choisi d'enlever le domaine intracellulaire qui est nécessaire pour les couplages avec l'actine, que pour l'instant, à la fois pour des raisons de simplicité d'études et ne sont pas considérés. Nous verrons, je vous ai rappelé que dans cette présentation d'aujourd'hui, nous verrons l'implication des domaines de la ligation extracellulaire pour apprécier après le rôle absolument central des interactions avec l'actine. Donc, dans ces protéines simplifiées qui ne peuvent pas se lier avec l'actine, on peut étudier la stabilité des complexes cadérines, et en particulier la forme
non pas sauvages, parce que le domaine intracellulaire permettant le couplage avec l'actine disparaît, ces protéines, néanmoins, à la surface, forment des agrégats de taille finie. Et si l'on photoconvertit localement cette protéine normalement verte, son spectre d'émission devient rouge. Et l'on peut suivre après un certain temps comment la fluorescence qui est présente après photoconversion évolue. Si la protéine est très stable, sa fluorescence rouge demeurera pendant un laps de temps qui peut être une demi-heure, une heure ou plus. Si en revanche, cette molécule diffuse en dehors du complexe où elle a été photoactivée, sa fluorescence va disparaître pour se diluer dans l'espace de la cellule qui est beaucoup plus grand que la zone localement photoactivée. C'est le cas de cette protéine sauvage, en tout cas sauvage, on entend qui n'a pas les mutations que nous allons étudier, mais qui n'a pas son domaine intracellulaire, qui permet le couplage avec l'actine. La protéine, au bout d'un certain laps de temps, perd sa fluorescence. Et on peut quantifier ce processus ici, où on a une perte de fluorescence à partir du temps initial de photoconversion. Voilà le contrôle. Donc on voit que deux types de mutations, et prenons tout d'abord le mutant qui permet l'échange de brins dans les domaines EC aminoterminaux. Tout d'abord, la mutation tryptophane-alanine que l'on voit ici, qui a pour caractéristique d'avoir une perte de fluorescence beaucoup plus rapide. Donc ici, on a une mutation qui rend moins stable l'association homophilique de cadérine, et la mutation inverse qui stabilise ce complexe, et que l'on peut voir ici, effectivement, après le même laps de temps, la protéine est toujours présente, et effectivement, sa fluorescence demeure présente pendant la durée de l'expérimentation, qui est ici en fait de quelques minutes. Donc on a quand même des protéines, et en raison en particulier de la perte de couplage avec l'actine, des molécules dont ici la stabilité et la diffusion est beaucoup plus importante qu'on ne le verrait dans les conditions normales. Mais toutes choses égales par ailleurs, les mutations qui affectent la formation de cet échange de brins et la formation du dimère X affectent la demi-vie de ces molécules dans les complexes où ils ont été photoactivés. Et on peut voir ici donc l'importance en particulier de l'échange de brins dans la stabilisation des liaisons homophiliques de cadérine. La mutation qui affecte la formation du dimère X est également requis pour la stabilité de la molécule, dans le sens que cette mutation stabilise les complexes, et donc les auteurs ont conclu que le dimère X, comme ils en avaient fait l'hypothèse auparavant, est nécessaire à la formation de liaisons cinétiquement réversibles très rapides. Une autre étude permet maintenant d'étudier non pas simplement l'interaction entre les domaines EC dans le contexte de liaisons homophiliques, mais comme vous le voyez sur cette diapositive, l'organisation à la surface presque quasi cristalline des domaines EC à la surface des cellules. Et en particulier, par-delà les interactions homophiliques EC1, EC1 dont nous avons parlé, les auteurs mettent en évidence des interactions en cis, cette fois-ci, entre le domaine EC1 d'une cadérine, celle-ci, et le domaine EC2 d'une protéine adjacente à la même surface. Donc il y a deux interactions, une interaction en trans EC1, EC1, dont nous avons parlé, et une interaction en cis EC1, EC2. Et l'existence de ces interactions qui sont de faible affinité, nous allons voir quelques ordres de grandeur tout à l'heure, permettrait, et les auteurs observent en partie cela, l'organisation relativement ordonnée des cadérines à la surface des cellules. En tout cas, il est intéressant de voir la possibilité d'une organisation quasi-cristalline, et ayant en mémoire les images de cryomicroscopie électronique où l'on voyait une très forte densité des cadérines. Je dirais que pour avoir un regard un peu plus critique sur ces données, à partir du moment où nous avons une molécule qui a une structure extrêmement polarisée, pour ainsi dire, formant un arc, on voit bien donc les contraintes associées avec une mobilité de la molécule qui va naturellement avoir des rotations dans l'organisation des complexes. En particulier, une très forte densité impliquerait une organisation quasi-cristalline, et à l'inverse, une organisation désordonnée aboutirait à une
une densité beaucoup plus faible, et l'on pourra discuter de l'impact de cela dans la formation d'oligomères à la surface des molécules, notamment l'existence de clusters de taille finie, et non pas d'une séparation de phase complète des cadérines. Donc notion que nous discuterons plus en détail la prochaine fois. En particulier la valence des interactions entre cadérines, quel serait leur impact potentiel sur l'existence de clusters de taille finie. Voilà en tout cas une hypothèse, une notion à prendre en compte. Le point qui est intéressant, c'est que ces études permettent de mesurer des interactions, des constantes de dissociation entre cadérines et de voir que finalement les valeurs sont de l'ordre de la dizaine de micromolaires, ce qui montre en fait que les affinités d'interaction sont faibles. D'autres études confirment ces ordres de grandeur. Donc nous ne sommes pas en face, par exemple, vous vous souvenez comment, la dernière fois nous avons vu comment historiquement les auteurs qui s'étaient intéressés au phénomène d'adhésion avaient été inspirés par les interactions entre anticorps et antigènes. Les affinités ne sont pas du tout dans le même ordre de grandeur. Ici, nous avons des affinités faibles, de l'ordre de quelques dizaines de micromolaires, et les interactions EC1, EC2 sont même encore de plus faible affinité. Donc maintenant, ayant cela à l'esprit, voyons quelques articles qui permettent de tester l'hypothèse d'adhérence différentielle en essayant de faire ce qui précisément restait en suspens après le travail présenté par Steinberg, à savoir le lien entre les sélectivités d'interaction entre cadérines qu'on peut étudier in vitro et puis le phénomène de tricellulaire, qui est un phénomène macroscopique. Cet article de Nissen et Gumbiner, en particulier, a eu un certain impact. Il a étudié et conclu que les interactions entre cadérines étaient finalement peu spécifiques, en tout cas dans un contexte in vitro, alors même que l'on pouvait observer in vivo des phénomènes de tricellulaire. L'article très touffu, j'essaie d'en extraire deux types de données qui illustrent le point central. Donc les expériences consistent à avoir un substrat in vitro où l'on dispose le ligand extracellulaire d'une cadérine, par exemple le cadérine de poulet ou le cadérine humaine ou de xénope. Voilà un substrat in vitro expérimental. Et l'on apporte à ces cellules, qui en fait s'écoulent à une certaine vitesse, des cellules qui à leur surface présentent une cadérine qui est soit la même que celle qui est sur le substrat, soit différente. Et l'on regarde s'il y a sélectivité d'interaction. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas de sélectivité apparente dans ces expériences, dans la mesure où les cellules exprimant la cadérine humaine ou de poulet se lient de façon apparemment équivalente à un substrat qui présente la cadérine de poulet ou humaine. Donc finalement, il n'y a pas de sélectivité, en tout cas interspécifique, pour ces différents types de cadérines. En revanche, dans les expériences de tricellulaire, on peut voir que, par exemple, des cellules qui expriment ces cadérines, eucadérine chez le poulet ou l'eucadérine humaine, peuvent en fait ségréger, en tout cas partiellement, alors que les cadérines de poulet toutes seules, donc présentées, vous vous souvenez, dans cette test expérimental, dans deux populations que l'on peut marquer par une couleur différente, ne forment pas de tri. Donc on voit bien que, alors qu'il n'y a pas de sélectivité dans l'association interspécifique par rapport à intraspécifique, on observe qu'il peut y avoir tricellulaire dès lors que ces protéines sont exprimées à la surface de cellules différentes. Donc cela semble suggérer que le phénomène de tricellulaire ne peut pas directement se prédire dans cette test expérimental de sélectivité d'association sur un substrat inerte. Ce qui veut dire que finalement, sans doute, la disposition des cadérines dans un substrat in vitro ou à la surface d'une molécule n'est pas identique. Ce qui ne surprendra pas le biologiste qui aujourd'hui peut considérer les cadérines dans leur organisation, leur clustering, tel que nous le verrons la prochaine fois. Autre type expérimental dans lequel effectivement la cadérine de xénope sur un substrat de cadérine, eucadérine de poulet ou d'homme a en fait des propriétés d'association identiques, alors même que lorsque l'on présente cette cadérine de xénope dans les cellules mélangées à des cellules qui expriment la même cadérine chez l'homme, on voit un tricellulaire parfait, alors même qu'avec d'autres espèces comme la C-cadérine, qui pourtant a les mêmes propriétés d'association in vitro,
il n'y a pas de tricellulaire. Donc on voit bien dans cet autre exemple que l'on ne peut pas prédire le comportement de tricellulaire des propriétés d'association d'une cellule entière sur un substrat inerte présentant telle ou telle cadérine. Donc voilà déjà, si vous voulez, un certain pavé dans la mare dans l'image relativement optimiste qui émergeait des études de Steinberg et Takeichi, qui semblait finalement réduire le phénomène de tricellulaire aux propriétés d'association des cadérines présentes à la surface de ces cellules. D'autres études plus quantitatives encore, certes in vitro, vont conclure qu'effectivement on ne peut pas simplement prédire le phénomène de tricellulaire des propriétés biophysiques d'interaction entre les cadérines. Donc ce laboratoire de Deborah Leggbon, qui est un laboratoire pionnier dans ces études biophysiques des cadérines, utilise toujours une fois un substrat inerte sur lequel sont présentées telle ou telle cadérine, et ici une pointe AFM présentant notre cadérine permet de faire des expériences de force de deux natures. Une expérience où on va à une certaine vitesse après contact tirer sur le complexe et voir donc ici la rupture d'un lien lorsqu'il s'est formé. Donc on voit bien ici l'augmentation de la force lorsque l'on retire la pointe liée en fait à la formation d'un complexe d'une interaction homophilique entre la cadérine sur le substrat et la cadérine présentée sur la pointe AFM. On voit l'augmentation de la force, puis sa rupture. Et on a ici donc un lien unique. Dans d'autres cas, les auteurs peuvent identifier des liens multiples, vu que potentiellement plusieurs molécules peuvent être engagées dans une interaction. Là, il s'agit d'une présentation idéalisée où seule une molécule est présente, mais statistiquement, il existe des situations dans lesquelles deux cadérines sont présentes sur la pointe AFM. On peut visualiser ces événements par l'augmentation de la force après lorsqu'on retire la pointe à une certaine vitesse, rupture et formation et augmentation encore de la force parce qu'il existe encore un lien, puis sa rupture. Donc on peut identifier des liens uniques ou multiples. Un autre type d'expérience permet effectivement de visualiser ces processus, ces interactions intermoléculaires. Il s'agit maintenant d'immobiliser après contact et après avoir retiré la pointe AFM, d'avoir une traction en fait stable sur les complexes. Et l'on peut voir ici donc la perte subite du lien lié à la dissociation à une certaine fréquence de l'interaction entre cadérines, donc la constante de dissociation K-off. Dans certains cas, on peut voir également l'existence de plusieurs liens, avec première rupture du premier et après un certain temps, rupture du second. Donc les auteurs peuvent donc mesurer et la probabilité de rupture dépend donc de la constante de dissociation sous une certaine force. Donc, le point important, c'est que les auteurs ont donc mené une étude quantitative de ces interactions et identifié la distribution des forces, ici en piconewton, et voir qu'il y avait une distribution bimodale. Voilà des expériences qui sont faites dans un contexte où en fait, on augmente, on fait évoluer donc, la force avec une vitesse qui est observée ici, 1460 piconewtons par seconde, et on observe donc deux forces, des forces faibles et des forces plus importantes. Les auteurs, à partir de ces statistiques d'interaction moléculaire individuelle, peuvent en extraire la probabilité de la force mesurée à partir du maximum de ces distributions ici, et en extraire, vous voyez ici, donc on a le logarithme de la vitesse où l'on retire en fait la pointe et en extraire les propriétés, en particulier la constante de dissociation et la force thermique. Et le point central est qu'effectivement, en prenant les données pour une cadérine et pour toutes les cadérines, donc vous voyez ici pour une cadérine, l'existence d'une relation, d'accord, en l'échelle logarithmique par rapport à ici la force maximale, linéaire, et qui permet d'extraire les paramètres F-bêta et K-off. Et donc les auteurs en fait ont extrait expérimentalement ces valeurs. Et vous voyez qu'ici, lorsque l'on considère les interactions entre E-cadérine, E-cadérine, N-cadérine, N-cadérine ou C-cadérine, C-cadérine, globalement les distributions sont conformes. On ne voit pas de différence très importante entre les différentes interactions
entre ces différentes cadérines, ce qui soit suggère que de faibles variations dans ces forces qui sont à la limite de la détection sont suffisantes pour conférer par un processus d'amplification qui conviendrait de caractériser le phénomène de tri cellulaire, ou alors, comme semblent le proposer les auteurs, que le phénomène de tri cellulaire n'ait pas grand-chose à voir, ne puisse pas directement se prédire des interactions intermoléculaires entre les cadérines. Voyons ici une expérience où, sur la base donc, de l'extraction des paramètres K-off et F-bêta pour ces différentes interactions homophiliques et hétérophiliques, on conclut qu'il n'y a pas de corrélation exacte en général entre ces paramètres biophysiques d'interaction entre cadérines et les expériences de tri cellulaire. Et en particulier, lorsque l'on regarde ici les cellules exprimant C cadérine et N cadérine, il y a un tri cellulaire très frappant, qui est quantifié ici. Et lorsque l'on regarde maintenant les paramètres de dissociation C cadérine, N cadérine, on voit là effectivement que le K-off, donc ce n'est pas très net sur cette diapositive, 10-3 par rapport aux valeurs respectives de l'ordre de 10-5 pour, et 10-4 pour les complexes homophiliques. Donc là, finalement, on a une situation où les paramètres d'interaction biophysique sont assez conformes au phénomène macroscopique de tri cellulaire, mais pour les autres interactions, de telles corrélations ne sont pas évidentes. Donc, on peut certainement critiquer l'absence de message clair dans cet article, au sens où dans certains cas, il y a une corrélation, dans d'autres cas, non. Je pense que l'on peut en tout cas en retirer l'idée simple, c'est que les paramètres mesurables in vitro d'interaction entre les domaines extracellulaires de cadérine ne permettent pas une prédiction simple du comportement de tri cellulaire, suggérant qu'ils sont certainement une partie intégrante du processus de tri cellulaire, donc les énergies, les paramètres d'interaction entre cadérines, mais ne sont pas un paramètre seul à prendre en compte dans ce phénomène macroscopique. Or, l'hypothèse de Steinberg repose effectivement sur l'énergie d'interaction et donc sur les affinités d'interaction. Une autre étude d'ailleurs pour montrer la confusion du domaine, des mêmes auteurs, Chary, Shapiro et Hoenig, utilisent maintenant d'autres approches expérimentales, notamment SPR, pour montrer en fait que les affinités d'interaction N-cadérine, N-cadérine sont plus importantes que E-cadérine, E-cadérine, mais de façon intéressante, l'interaction hétérophilique N-cadérine, E-cadérine est intermédiaire. Et ces données d'interaction mesurables dans ces approches expérimentales, distinctes de celles de Leggband, corrèlent bien avec les observations de tri cellulaire très efficaces entre E-cadérine et N-cadérine. Donc finalement, je pense qu'avec un certain recul critique sur l'ensemble des expériences, on peut voir que dans certains cas, il y a une bonne corrélation entre le comportement macroscopique de tri cellulaire et les interactions réversibles entre différents types de cadérines, mais ceci est loin d'être la règle générale, appelant donc la considération d'autres paramètres que simplement l'affinité d'interaction entre les cadérines. Dans cette étude, les auteurs mesurant ces constantes de dissociation avec un modèle d'interaction entre cadérines prédisent finalement le travail d'adhésion entre des cellules I et J, comme on peut le voir ici. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail de cette étude, mais Steinberg avait utilisé une même approche, sauf qu'ici on a des données expérimentales mesurables des constantes de dissociation. À ce sujet, le point qui me semble très important à préciser est que les affinités d'interaction homophilique ou hétérophilique entre les cadérines sont parfois mesurées dans un contexte tridimensionnel. Or, on sait bien que l'affinité est extrêmement sensible à la dimensionnalité du milieu dans lequel ces interactions se font, et qu'en particulier, dans l'espace confiné extracellulaire entre deux cellules en contact, les affinités d'interaction en 2D ne sont pas directement mesurables à partir des observations en 3D telles que dans ces expériences. Et en particulier, et fort de ce constat, Hoenig et Shapiro et Benchol ont publié dans Nature un article il y a quelques années qui se voulait un calcul des affinités effectives en 2D à partir des mesures en 3D avec un modèle. Ce sont loin des approches triviales, mais qui en fait sensibilisent les gens sur le point que si l'on veut faire un travail rigoureux où l'on veut corréler les affinités d'interaction avec le comportement macroscopique dans les cellules, il convient non pas d'avoir simplement des mesures
certes très quantitatives in vitro, mais de les mettre en contexte et de recalculer les affinités effectives à la surface des cellules en prenant en compte la dimensionnalité des interactions. Voilà le point sans doute important pour avoir un regard critique sur ces approches quantitatives. On peut en tirer donc à ce stade deux conclusions qui sont les suivantes. Le premier point est que les interactions cadérine-cadérine, la cinétique des interactions réversibles cadérine-cadérine et l'énergie d'association sont vraisemblablement requis, mais ne sont pas le seul paramètre à prendre en compte pour pour rendre compte des propriétés de tricellulaire à l'échelle macroscopique. Et le deuxième point est que l'énergie d'interaction, l'énergie d'adhésion, ne peut pas s'extrapoler de façon directe des données d'interaction intermoléculaire mesurées in vitro. Les raisons sont multiples. J'ai parlé de la dimensionnalité du milieu. Et puis, il s'agit aussi de prendre en compte, comme nous allons le voir plus tard et bientôt, les interactions avec le cytosquelette qui modifient effectivement et la mobilité et peut-être la présentation des cadérines dans leur contexte natif. Voilà donc qui me conduit à aborder donc l'autre face du problème de l'adhérence, qui est donc celui de l'interaction non seulement entre les domaines extracellulaires, comme nous venons de le voir, mais également les interactions avec le cortex d'actine, qui, vous pouvez le voir, est d'une densité extrême, à vrai dire plus dense même que l'espace extracellulaire. Nous voyons ici beaucoup de filaments d'actine visibles ici. Les liens moléculaires entre les cadérines et le cortex d'actine a connu un essor particulier dès lors que l'uvomorelline, vous savez, le cadérine, historiquement, a été identifié comme interagissant avec trois protéines cytoplasmiques que Rolf Kemmler a baptisées caténines, alpha, bêta et gamma. Les deux dont nous allons parler plus en détail sont alpha et bêta-caténine, et en particulier alpha-caténine. Le modèle que l'on peut présenter sur l'interaction entre deux cadérines de façon homophilique implique donc l'association directe du domaine cytoplasmique de cadérine avec la bêta-caténine. Bêta-caténine interagit avec alpha-caténine qui elle-même interagit avec les filaments d'actine. Donc l'interaction entre le domaine cytoplasmique de cadérine et les filaments d'actine n'est pas directe, il se fait par la médiation d'une protéine, alpha-caténine, qui est extrêmement conservée. Nous reparlerons cela dans le contexte de recherche évolutive des mécanismes d'adhérence. Finalement, la prise en compte de ces deux protéines permet de faire un certain nombre d'études sur l'importance du couplage entre cadérine et le cortex très riche d'actine, quelques filaments ici, en réalité extrêmement abondants à la surface des cellules, dans le cortex des cellules, représentés ici dans la zone en rouge. Bon, tout d'abord, de façon assez évidente, en voyant les interactions moléculaires entre caténine et bêta-caténine, donc le complexe cadérine et de l'autre, et les filaments d'actine, des cellules qui n'ont pas de alpha-caténine sont peu engagées dans les interactions, alors que la présence d'alpha-caténine dans les mêmes populations de cellules permet une association, la formation de structures columnaires, des structures très adhésives dans ces agrégats. Voici un exemple dans les cellules en culture, mais les études génétiques réalisées chez la souris et chez la drosophile, le nématode, montrent que alpha-caténine est une protéine absolument essentielle à la formation des complexes d'adhérence homophilique, à la présence de structures épithéliales columnaires et à l'adhérence intercellulaire. Il est important maintenant d'étudier, donc nous allons voir cela à différentes échelles, l'impact des interactions avec le cytosquelette d'actine dans le processus de maturation de l'adhérence. Et précisément, maintenant, nous allons voir un peu la cinétique ou la dynamique du processus d'adhérence. Cet article de 1998 du laboratoire de James Nelson permet en particulier de voir l'évolution en quelques heures. Donc, vous voyez ici un processus très lent, en tout cas dans ces cellules en culture,
Dans d'autres organismes, le processus d'adhérence peut être beaucoup plus rapide, de quelques minutes, par exemple chez la drosophile, ce qui n'est pas sans poser des questions sur ce qui sous-tend en fait la différence cinétique dans le processus de maturation de l'adhérence, parce que les interactions moléculaires sont, elles, soumises à des valeurs d'association-dissociation qui sont quasi universelles. Donc l'on voit ici, en quelques heures, la formation de contacts initiaux, leur extension et la maturation, c'est-à-dire l'enrichissement des cadérines dans la partie périphérique. Le point que je voulais souligner ici est le fait que la présence d'un inhibiteur de polymérisation de l'actine, cytocalasine D, induit une perte de contact intercellulaire une fois ceci formé. On voit ici assez difficilement, à vrai dire, deux cellules en contact. Vous voyez la cadérine à l'interface entre ces deux cellules. La présence de cytocalasine D une minute après conduit à une réduction progressive de l'interface et sa perte ultime, 30 minutes après, il y a un fin contact entre ces deux cellules et cadérine n'est plus détectable dans ce contexte. Donc l'intégrité du cytosquelette d'actine est essentielle à la stabilisation des complexes cadérines. Donc par rapport à toutes les études dont j'ai parlé avant, où l'on se focalisait exclusivement sur les processus de ligation des ectodomaines qui existent en l'absence d'actine, on voit que dans les cellules, la perte du cortex d'actine empêche la stabilisation des complexes cadérines et la perte ultime des contacts cellulaires. De fait, des expériences de photoblanchiment de cadérines marquées avec la GFP, donc fluorescente, permettent de voir que la mobilité, l'agrégat de mobilité et de réversibilité de l'interaction entre les cadérines résulte est modifié par la présence ou non d'un cortex d'actine. On voit ici la formation de contacts cadérine, blanchiment et retour de fluorescence, comme on peut le voir ici. Donc la fluorescence initiale, blanchiment et retour de fluorescence, qui est donc la restauration des contextes homophiliques. Et les auteurs font cette étude à différents stades de maturation des jonctions. Et l'on voit qu'au tout début, dans les contacts précoces, le retour est rapide. Et en fonction du temps, les complexes sont beaucoup plus stables, vu que le retour de fluorescence est quasi absent au bout d'un certain stade, la formation de ces plaques d'adhérence. Voilà, donc ces expériences permettraient de corréler, de montrer qu'au cours du temps, il y avait un processus graduel d'immobilisation de cadérine qui nécessite l'intégrité du cortex d'actine. Des expériences maintenant assez remarquables réalisées par le laboratoire de Kusumi dans les mêmes années n'a pas étudié la statistique du retour de fluorescence d'une population de cadérines peu identifiable, mais a pris l'approche totalement inverse qui consiste à regarder la dynamique de molécules individuelles observées à la surface de cellules en culture. Et les auteurs étudient différents variants de cadérines, en particulier la configuration sauvage, et des mutants qui, délétés dans la partie cytoplasmique, empêchent l'interaction avec bêta-caténine et donc alpha-caténine et lactine, donc sont finalement incapables de se lier à l'actine, et inversement des protéines qui sont capables de se lier de façon maintenant quasi constitutive avec l'actine, dans la mesure où on leur a fusionné alpha-caténine, sans passer par la médiation de bêta-caténine. Donc finalement, on chante le recours à bêta-caténine, et cette protéine eucadérine peut directement se lier potentiellement à cadérine. Et voyons donc l'analyse de la dynamique à la surface des cellules de ces variants qui ne peuvent plus se lier à l'actine ou peuvent se lier plus rapidement, en tout cas en contournant le recours à la protéine bêta-caténine. Donc voici le type d'expérience. On a donc à la surface des cellules des cadérines qui diffusent, et on peut les attraper par une pince optique qui possède à sa surface un anticorps qui reconnaît le domaine EC1 de cadérine. Dans la configuration sauvage, les auteurs donc se déplacent à une certaine vitesse avec une certaine force, la force du piège, et l'on voit donc un déplacement dans la direction donc, de déplacement du piège en rouge, puis lorsqu'il lâche le piège, retour à la configuration, à la position initiale que l'on peut suivre en vert, et après, la protéine a une diffusion brownienne que l'on peut voir en noir. Voilà la configuration, un exemple de configuration pour une protéine sauvage. À l'autre extrême, lorsque l'on prend une protéine qui maintenant est capable de se lier de façon constitutive avec l'actine,
dans les mêmes conditions de force du piège par la pince optique, à la même vitesse, le déplacement est beaucoup plus restreint jusqu'au moment où la protéine se décroche du piège. D'accord ? Donc vous voyez que la transition entre le déplacement rouge et vert n'est pas liée à l'extinction du piège, mais au fait que la molécule se détache du piège, sans doute liée à la dissociation parce que les forces en jeu étaient trop importantes. Puis, lorsqu'on relâche le piège, la molécule a une diffusion brownienne. Donc ici, réduction des trajectoires. Et inversement, lorsque dans les mutants qui empêchent l'association avec l'actine, donc prenant ce cas extrême où la partie cytoplasmique est quasiment réduite à sa portion congrue, on voit ici dans les mêmes conditions un déplacement extrêmement important, puis relâchage, décrochage finalement du piège, un rebond, si vous voulez, en arrière, puis une diffusion brownienne. Donc voilà des exemples caractéristiques des types de diffusion ou de réponse à des sollicitations, on va dire, mécaniques sur les molécules. Mais voilà l'analyse statistique et leur interprétation. Donc ici, pour comprendre ces expériences, au cours du temps, on peut voir le déplacement de ces molécules. Et ici, nous avons donc le déplacement du piège sur la ligne droite. Et l'on voit ici, lors de l'entraînement d'une molécule, jusqu'à un point où celle-ci va graduellement s'éloigner du piège, puis s'en dissocier et revenir à une conformation initiale. De ce type d'analyse, les auteurs peuvent extraire une distance d'échappement de la molécule et une distance qu'ils interprètent comme une distance où la molécule est entraînée librement jusqu'au moment où en fait elle est piégée par les interactions avec le cytosquelette d'actine. Et les auteurs ont en tête deux types d'interactions possibles. L'une dans laquelle il y a comme des barrières, c'est-à-dire que la molécule diffuse librement, entraînée par le piège, puis rencontre une barrière, par exemple un filament d'actine. Le piège continue à se déplacer et il y a un certain stade où la force de restauration en fait, induit une dissociation, un retour en arrière que l'on peut voir ici. À l'inverse, si la molécule est directement en fait, couplée au filament d'actine, les interactions élastiques avec le filament d'actine induisent une distance d'échappement qui, dès lorsqu'il y a dissociation, retour en arrière totalement réversible de l'interaction. Et donc, en observant toute une série d'associations de telles expériences, voici les statistiques des distances d'échappement pour la protéine sauvage, des interactions courtes, d'autres beaucoup plus longues, alors que, par exemple, lorsque la fusion est constitutive avec l'actine, il y a un enrichissement des interactions de très courte distance, comme nous le voyons dans la diapositive précédente, sur un exemple de telle trajectoire, et à l'inverse, les interactions avec des protéines délétées dans leur partie cytoplasmique qui ne peuvent pas se lier à l'actine, il y a un enrichissement des trajectoires beaucoup plus longues. Donc les auteurs peuvent également étudier les distances d'interaction libres et voir qu'il y a un très fort enrichissement d'interactions de très très courte distance libre dans le cas de la fusion constitutive, et le phénomène totalement inverse lorsque l'interaction avec l'actine est empêchée. Donc les auteurs interprètent ces interactions très courtes comme reflétant un mécanisme de couplage élastique direct des protéines et qui est enrichi lorsque la fusion est constitutive avec l'actine et qui existe dans le sauvage dans cette population-là. Et une autre population de protéines sauvages, qui en fait est le cas majoritaire des protéines qui ne peuvent pas se lier à l'actine, dans lequel les protéines diffusent librement entraînées par le piège jusqu'à ce qu'elles rencontrent une barrière, un filament d'actine, et à partir duquel elles vont pouvoir se dissocier et donc qui va interrompre la distance d'entraînement de la molécule. Donc finalement, les auteurs concluent à l'existence dans les protéines sauvages d'interactions de type couplage élastique et l'autre de diffusion libre jusqu'à rencontre de barrières constituées par le cytosquelette d'actine, en se fondant sur des interactions individuelles. Ces données expérimentales sont corrélées à des études non plus maintenant d'entraînement par un piège optique, mais en regardant finalement maintenant la diffusion libre de molécules individuelles qu'ils peuvent suivre à la surface. Et l'on peut regarder ici donc, des trajectoires caractéristiques des protéines sauvages et de protéines qui ne peuvent plus se lier au filament d'actine. On voit ici que donc, les trajectoires, la diffusion finalement de ces molécules est plus importante, alors qu'elle est très fortement réduite dans le cas d'une fusion. Ces expériences complètent les expériences, on va dire, perturbatives, où l'on tire sur la molécule. Là, on les observe dans leur état natif, on observe leur diffusion, et les auteurs en extraient
à partir d'une analyse statistique du libre parcours moyen en fonction du temps, la diffusivité apparente de ces molécules, et de même observe deux modes, un mode qui reflète un mécanisme de couplage élastique qui immobilise les molécules, et un mode dans lequel les molécules peuvent diffuser plus librement, et puis jusqu'au moment où elles rencontrent donc ces filaments d'actine qui, tels des barrières, en fait, confinent la diffusion de ces molécules. D'autres études ont été faites quelques années après par Encaderim, par le laboratoire de René Marc-Mege. Donc ces études en fait, ont été assez fondatrices dans la mesure où elles ont pu montrer que la diffusion apparente à la surface de molécules individuelles est très fortement dépendante des possibilités de couplage avec l'actine. Donc quelques conclusions importantes. Les interactions avec l'actine sont régulées pour en tout cas 2 cadérines qui ont été étudiées en détail. Il y a un phénomène de cloisonnement de la diffusion par la présence de filaments d'actine, qu'il ne faut pas voir d'ailleurs comme des barrières stables, mais des barrières extrêmement dynamiques, elles-mêmes remodelées en permanence, et ce qui suggère la possibilité d'une compartimentation de la diffusion, non pas selon un mode linéaire, mais un mode en fait, qui a différentes échelles. Et l'impact de ces observations, de ces conclusions, est à rechercher dans la notion d'organisation des cadérines à la surface. Quel est l'impact de ce type de compartimentation et d'interaction dynamique avec l'actine dans le phénomène d'agrégat, de cluster de cadérines que nous verrons la semaine prochaine? Et de même, quel est l'impact dans le processus dynamique de maturation de l'adhésion, et en particulier l'idée d'une immobilisation régulée de la cadérine en fonction des interactions avec l'actine. On voit bien dans les études dont j'ai parlé que les interactions trans et cis ne sont pas explicitement prises en compte dans la diffusion de ces molécules. Il s'agit de molécules libres. Si les molécules maintenant sont engagées dans les complexes trans et cis, il est possible que la diffusion soit, dans ce cas, fortement réduite. Donc il convient aussi d'avoir un regard critique sur ces notions, sur ces résultats, en considérant maintenant toute la diversité des états des cadérines, et en particulier les expériences de photoblanchiment dont j'ai parlé pour montrer l'immobilisation de plus en plus importante au cours du temps des cadérines dans les structures d'adhérence. On peut observer maintenant de façon macroscopique 2 modes de diffusion, une diffusion rapide entre des clusters de cadérines et une diffusion beaucoup plus réduite et une immobilisation plus grande des cadérines dans les clusters. Nous verrons cela la semaine prochaine. Donc, ceci permet de voir donc, à l'échelle des molécules à la surface l'impact du couplage avec l'actine. Voyons maintenant les conséquences en termes de mesure de force de séparation de cellules et en termes de tricellulaire. Donc finalement, en élargissant l'échelle pour appréhender ce phénomène moléculaire, nous sommes rentrés, comme vous l'avez vu, dans des détails de la biochimie, des interactions, de la biophysique des interactions moléculaires. Et nous voulons maintenant en voir les conséquences dans une perspective cellulaire, puis multicellulaire. Donc nous voyons dans cet article 2004 une approche expérimentale qui permet de façon efficace de mesurer les forces de séparation entre cellules. En utilisant 2 pipettes, on peut immobiliser une cellule et en modifiant la pression, on peut entraîner la cellule et la séparer de la cellule immobilisée et mesurer ainsi la force de séparation. On peut voir ici 2 cellules mises en contact l'une de l'autre et donc la pression dans cette pipette peut être variée pour exercer une force de traction plus ou moins grande sur la cellule. Lorsqu'elle est trop faible, les forces d'adhérence plus importantes que la force d'aspiration fait que la cellule reste immobilisée. Si l'on augmente progressivement la différence de pression, on peut voir que dans cette étape intermédiaire, les cellules sont toujours associées l'une de l'autre. Par contre, lorsque l'on modifie encore la pression dans cette pipette, on voit bien qu'à ce moment-là, la force de séparation est plus importante que la force d'adhésion et donc on a dissociation des cellules. Donc voilà le type d'approche dans laquelle l'aspiration est augmentée graduellement à la surface des cellules et les auteurs peuvent mesurer une force de séparation qui est égale donc à la surface mesurable et la pression
d'aspiration. Et donc on peut voir en parallèle de ces expériences le fait qu'au cours du temps, il y a donc une augmentation, en tout cas une présence permanente de cadérine et bêta-canine, mais une augmentation de la concentration de filaments d'actine à la surface des cellules. Donc il y a aussi un phénomène de maturation, non seulement dans la stabilité des cadérines, mais également dans la concentration d'actine dans ces cellules. Donc les auteurs montrent tout d'abord qu'au cours du temps, et comme corollaire des études d'immobilisation de cadérine vues dans l'article de James Nelson, on peut voir ici une augmentation de la force de séparation entre cellules. Dans les premières étapes de quelques minutes, les forces de séparation sont indépendantes de l'actine, alors que plus tard, comme nous allons le voir, elles sont totalement dépendantes de l'actine. Les études dont j'ai parlé de Troyanovsky étudiaient les interactions et la mobilité des cadérines sur une échelle de temps, peut-être que vous vous en souvenez, de quelques minutes, donc finalement exactement dans cette échelle de temps. Toujours important d'avoir en présence d'esprit les échelles de temps dans ces différents types expérimentales, parce que ce sont elles qui permettent de voir ou non un impact physiologique. Donc ici, les auteurs peuvent tout d'abord déléter totalement le domaine cytoplasmique de cadérine, empêchant l'interaction avec l'actine, et voir effectivement que l'augmentation au cours du temps des forces de séparation est totalement abolie. Les forces de séparation sont réduites à une valeur non pas zéro, mais très très faible. Et lorsque l'on... voilà. Les auteurs montrent ensuite que la dépolymérisation du cortex d'actine par des drogues, comme l'intrinculine B, induit en fait également une perte des forces de séparation entre les cellules. De façon intéressante, des drogues qui ont tendance à maintenant empêcher la dépolymérisation de l'actine, à stabiliser les filaments d'actine. La perturbation générale de la dynamique du cytosquelette d'actine implique également une perte, une diminution des forces de cohésion. Donc il ne s'agit pas simplement de la présence du cytosquelette d'actine, mais même sans doute de son organisation dynamique, chose qui est, à vrai dire, peu caractérisée. Voyons maintenant l'impact dans un contexte maintenant physiologique. Dans cet article, quelques années plus tard, de Carl Philipp Eisenberg, premier auteur Jean-Léon Maître, à l'Institut Curie maintenant, en 2012, étudie chez le poisson zèbre les forces d'interaction entre des cellules qui ont des origines développementales différentes, à savoir des cellules de l'ectoderme, des cellules du mésoderme et des cellules de l'endoderme. En utilisant exactement la même approche, ils peuvent mesurer des forces de séparation et montrer que celles-ci varient d'un tissu à l'autre, en étant plus importantes dans les cellules de l'ectoderme que dans les cellules de l'endoderme. Et en utilisant ici des mutants qui affectent, qui délètent de l'interaction avec le domaine cytoplasmique, les auteurs peuvent montrer que dans l'ectoderme, les forces de séparation nécessitent le couplage avec l'actine, vu que la force est réduite lorsque le domaine cytoplasmique est délété, aussi bien dans l'ectoderme que dans l'endoderme, en bleu. On peut voir également que la surface de contact est réduite en mesurant l'angle aux interfaces entre ces deux cellules, qui s'aplatit alors que les contacts sont plus importants et inversement. Et on peut voir que les surfaces de contact sont réduites dès lors que les couplages avec l'actine est réduit par la délétion du domaine cytoplasmique. Donc on voit ici, dans un contexte physiologique, que les forces de séparation dans les cellules développementales extraites immédiatement de l'embryon répondent à présentent des forces de séparation et donc des forces de cohésion qui sont dépendantes du couplage avec l'actine. Donc là, on voit ici une évolution très fondamentale du regard porté sur les mécanismes chimiques, biochimiques de l'adhérence. Certes, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce cours, ils dépendent des propriétés uniques d'interaction des domaines extracellulaires, mais également des interactions dynamiques avec le cytosquelette d'actine. On a étudié les molécules individuelles, on le voit ici dans le cas de forces de séparation entre des cellules de l'embryon. Et l'on peut voir ici, lors d'un phénomène de séparation, la formation de structures fines de membrane dans lesquelles persistent cadérine et bêta-caténine, alors que d'autres molécules comme alpha-caténine ne sont plus présentes. Et dans un contexte physiologique, en tirant sur ces cellules, on observe également, là voilà donc une approche expérimentale entre pipettes, mais dans l'embryon
normale, les auteurs présentent quelques cas dans lesquels les cellules, s'associant, se dissociant, présentent des connexions adhérentes. Vous voyez ici ce petit pont qui correspond vraisemblablement à ces structures dans lesquelles un petit cluster de cadérine est présent, qui n'a pas été observé de façon aussi concentrée qu'on peut le voir ici, mais on peut voir néanmoins la présence de cadérine à ces surfaces. Donc ceci suggère que même in vivo, les cellules s'associent, se dissocient. Ce sont donc des particules actives, ce ne sont pas des cellules qui se dissocient passivement. Et les contacts entre cellules sont extrêmement dynamiques et impliquent des couplages, la présence de couplage avec le cytosquelette d'actine via les caténines. Et finalement, revenons-en à ces expériences maintenant classiques pour nous de tri cellulaire, dans laquelle on peut voir que l'on peut obtenir des configurations de tri qui sont directement dépendantes non pas simplement des affinités d'interaction extracellulaire avec les mesures que l'on peut faire, mais même des interactions avec le cytosquelette d'actine. On peut voir ici deux cas contrôle, la cadérine entière exprimée dans les cellules en rouge, la même cadérine dans les cellules en vert. On voit ici une configuration dans l'ectoderme où les cellules ont des configurations aléatoires, sans tri. De même, des protéines dans lesquelles on a délété le domaine cytoplasmique, et l'on voit aussi une configuration aléatoire d'interaction entre cellules. Maintenant, lorsque l'on mélange cadérine sauvage et cadérine avec délétion du domaine cytoplasmique, l'on voit maintenant un tri cellulaire dans lequel la cadérine sauvage, ayant des forces d'interaction plus fortes, se retrouve dans la configuration au centre, entourée par les cellules dont les interactions sont plus faibles. Donc l'on voit dans ce cas que finalement les interactions avec le cytosquelette d'actine jouent un rôle extrêmement important dans les propriétés de tri cellulaire, montrant que pour comprendre les propriétés biophysiques et biochimiques d'interaction entre cadérines, interactions réversibles, il ne faut pas simplement prendre les interactions réversibles dans l'ectodomaine, dans l'espace extracellulaire, mais également la dynamique des interactions avec le cytosquelette d'actine. Donc voilà finalement pour simplement saisir l'importance des interactions à cette interface à l'intérieur de la cellule et non simplement dans l'espace extracellulaire. Donc sur cette partie, et avant d'aborder les aspects évolutifs, qui sera plus rapide, voyons donc les conclusions que l'on peut tirer. Les énergies d'adhésion ne peuvent pas s'extrapoler directement des énergies d'interaction entre cadérines, que l'on peut mesurer en tout cas in vitro dans les contextes certes non physiologiques, mais dans lesquels néanmoins on peut faire des observations directes et quantitatives à l'échelle moléculaire. Il y a donc d'autres paramètres à prendre en compte dans les interactions réversibles entre cadérines pour comprendre les phénomènes de tri cellulaire. Et ce que nous venons de voir montre d'ailleurs que ceci peut en partie se trouver dans les interactions dynamiques avec le cytosquelette d'actine. Le troisième point est que finalement les mesures qui ont été effectuées révèlent des affinités faibles d'interaction extracellulaire d'homodimérisation des cadérines. Et on verra la semaine prochaine l'impact de ce type de considération dans l'organisation dynamique des cadérines, et notamment l'existence d'agrégats à la surface des cellules. Finalement, pour anticiper ce que l'on verra la prochaine fois, la molécule libre peut se voir en idéalisant comme un gaz dans lequel elles sont libres d'interagir avec beaucoup de protéines. Inversement, dans les clusters, leur très forte concentration peut augmenter l'affinité effective des molécules dans ce complexe en passant de quelques dizaines de micromolaires, passer à l'échelle du nanomolaire, en pensant non pas simplement l'unité moléculaire, mais son agrégat. Donc finalement, la cellule peut exploiter la possibilité de séparer les molécules en différentes phases, agrégées ou libres, pour réguler l'affinité d'interaction sur une certaine surface à considérer de la cellule. Donc vous voyez que dans ce genre de considération, ce n'est plus simplement la distribution moyenne statistique à la surface et la surface d'interaction qu'il faut prendre en compte, mais l'hétérogénéité et la régulation dynamique de cette hétérogénéité. La molécule cadérine a évolué pour être de faible affinité avec son homologue dans une surface d'une autre cellule avec laquelle elle interagit. Et cette notion est sans doute extrêmement importante pour comprendre la force de l'adhésion. Et elle n'est pas réductible à la force d'interaction entre molécules. Voilà, je pense, le message central que vous pouvez retenir déjà aujourd'hui. L'autre point est qu'effectivement, l'interaction avec le cytosquelette d'actine
joue un rôle extrêmement important dont il faudra analyser l'impact en termes justement de cette séparation de phase régulée entre cadérine en agrégat, en cluster, et en cadérine libre à la surface de la molécule, de la cellule, et qu'en partie, comme nous l'avons vu, ces interactions ont un impact direct sur les forces de séparation entre cellules, et donc sur la force de l'adhérence, et par ailleurs sur les phénomènes de tri cellulaire. Donc maintenant, en dessert, si vous le voulez bien, voyons un peu la perspective évolutive. Nous avons vu ces cadérines classiques, les cadérines qui peuvent se coupler au cytosquelette et qui peuvent s'engager dans des interactions homophiliques avec leurs voisines, sur les cellules voisines. D'où viennent ces propriétés, à vrai dire, remarquables? Toujours cette question fascinante, comment de telles multiples interactions ont pu se retrouver simultanément dans une même cellule, et on va voir dans une même molécule, et nous allons voir que en fait, ces fonctions ont évolué indépendamment avant de se coupler à un niveau fonctionnel. Donc ce petit chapitre en fait, provient d'études, à vrai dire, assez récentes, et pour certaines très récentes. Donc nous allons changer d'échelle spatiale et de temps, mais vous voyez ici sur ce diagramme à gauche que je perçois qu'il est assez difficile de lire les choses, mais vous pouvez néanmoins observer ici la présence d'animaux, qui est en fait une toute petite partie de cet arbre gigantesque, et beaucoup d'organismes dont la plupart des biologistes, moi inclus, ignorent même l'existence, mais qui forment donc une famille extrêmement large. Nous allons parler des animaux métazoaires et des choanoflagellates, qui sont des organismes assez fascinants. Et nous parlerons enfin d'organismes qui en anglais s'appellent slime mold. Je n'ai pas trouvé de traduction en français, donc je les appellerai slime mold. Ce sont des espèces de structures, vous allez voir les photos plus tard. En tout cas, la multicellularité est la question centrale qui nous intéresse. La multicellularité, le dogme est qu'elle a été inventée à de nombreuses reprises dans l'histoire évolutive des êtres vivants, et certains chiffres donnent au moins 16 fois. Elle est présente en rouge, alors évidemment chez les champignons, les animaux. Elle est facultative dans un certain nombre d'organismes, alors également chez les plantes, les algues, voilà des organismes multicellulaires. Et il y a une multicellularité facultative qui se présente chez un certain nombre d'organismes, comme les choanoflagellates représentés ici par cette boule rouge et noire. Donc les choanoflagellés ont cette multicellularité facultative, et également certains slime mold, comme on peut le voir ici. On s'est souvent interrogé sur les bénéfices ou non de la multicellularité. Les deux notions principales qui ont été proposées, tout d'abord celle de pouvoir échapper à des prédateurs. Quand on est dans un organisme unicellulaire, un prédateur est à l'échelle de la cellule qui est limitée, en fait, impose une certaine limite à la possibilité d'échapper au prédateur. La possibilité de former un agrégat plus grand permet à la fois de se nourrir de structures plus petites et d'échapper à des prédateurs en fonction de la taille. Donc une course pour la taille, si vous voulez. La deuxième notion, encore plus fascinante et intéressante, est celle finalement de l'antagonisme fonctionnel lié à la structure du centriole et de ce qui en émerge, entre motilité, qui dépend d'un cile, qui se produit à partir d'un centriole, et la division cellulaire, qui, elle aussi, en général, utilise les centrioles par la formation du fuseau mitotique. Et finalement, une cellule, ou est ciliée, donc potentiellement mobile, mais elle ne pourra pas se diviser, ou elle se divise, mais à ce moment-là, elle ne pourra pas former de cile, et donc elle ne pourra pas former de cile, et donc elle ne pourra pas être mobile. Et finalement, l'émergence d'une structure multicellulaire permet potentiellement de différencier la fonction motile, c'est-à-dire ciliée, de la fonction mitotique, ici représentée en grise, et permet donc par cette ségrégation de conférer à l'organisme une motilité, présente chez de nombreux organismes multicellulaires aquatiques en particulier, Volvox, etc., et la division cellulaire qui permet la croissance ou le renouvellement de la structure. Donc voilà sans doute une stratégie assez intéressante. Le troisième point important à avoir à l'esprit est que les données phylogénétiques donc moléculaires montrent très clairement que tous les métazoaires, en incluant les porifères, c'est-à-dire les éponges, dont nous avons parlé le cours dernier, au tout début sur le cours sur l'adhérence, ont une origine monophylétique, c'est-à-dire que tous
viennent d'un ancêtre commun représenté en 3. Donc ici, porifère, pensée éponge, cnidaire, pensée méduse, et cténophore, pensée anémone de mer. Et ici, Libellatharia, nous inclus. Donc ces choanoflagellés sont des organismes assez fascinants. Au XIXe siècle, les scientifiques avaient une grande prédilection pour ce qu'ils appelaient à l'époque les infusoires. Il y a des manuels entiers qui caractérisent ces structures, aussi bien en France qu'en Angleterre. Et ce que les biologistes de l'époque avaient observé, c'est que les choanoflagellés qui ont ces structures très particulières en forme avec une espèce de coupole, se retrouvent, on semble avoir des structures qui est très analogue à ce que l'on observe chez des cnidaires, des cellules en collier, et donc suggérant que sans doute ces cellules provenaient d'un ancêtre commun qui avait ces structures en collier, je ne sais pas comment les appeler précisément, avec un collier. Donc, voilà ici la diversité des infusoires caractérisés dans ce livre au XIXe siècle, et ici ces organismes qui sont étudiés dans un laboratoire vraiment remarquable. D'ailleurs, je vais suivre les publications principales de cette personne, Nicole King à Berkeley, qui a popularisé et est en train de totalement changer, à partir de les études de ces organismes, les perspectives évolutives sur l'évolution de nombre de fonctions biologiques, parmi lesquelles l'adhérence. Et donc, nous allons présenter un certain nombre d'études de cet auteur. En particulier, vous voyez que cette espèce de choanoflagellé, Rosetta, est un organisme qui peut former des structures multicellulaires, une colonie transitoire, dont on ignore encore la fonction. Et donc, voilà un exemple de choanoflagellé qui a une multicellularité facultative. Les premières données phylogénétiques ont montré déjà que, alors que chez tous les métazoaires, des gènes mitochondriaux, notamment appartenant à ce complexe ATP8, AT6, en fait, forment un complexe très réduit. Chez tous les organismes non métazoaires, on savait qu'ils avaient une structure beaucoup plus éclatée avec d'autres gènes intermédiaires, présentés ici en rouge et gris. Et on voit que donc, chez les choanoflagellés, monocyga, en tout cas, la structure est beaucoup plus éclatée, montrant qu'il ne s'agit pas d'un métazoaire, mais d'un organisme qui a une origine, qu'un ancêtre commun aux métazoaires et aux choanoflagellés a pu exister, mais qu'il ne s'agit pas d'un métazoaire classique. L'autre chose néanmoins remarquable, c'est que l'on trouve chez les choanoflagellés, et en dépit de ces premières données, un certain nombre de gènes, que l'on pourrait dire de gènes animaux, au sens que l'on pensait trouver uniquement chez les animaux avant que ces études ne soient faites. Et je veux dire par cela, par exemple, la présence de protéines qui ont de protéines qui ont donc ici du collagène, de protéines d'intégrine, et l'on peut voir ici, j'ai beaucoup de mal à lire, des GPCR et des molécules, vous allez le voir, c'est l'objet principal de molécules de cadérine. Donc effectivement, donc, en 2003, Nicole King montre que l'on peut identifier chez les choanoflagellés des molécules d'adhérence classiques, en particulier les lectines de type C, qui sont des protéines qui reconnaissent des sucres à la surface de cellules d'une façon calcium dépendante, et également des cadérines, c'est-à-dire des protéines qui présentent des domaines contenant des domaines EC, dont nous avons parlé, répétés, et donc suggérant la possibilité de mécanismes d'adhérence chez les organismes multicellulaires. Voilà ici une extrapolation. La structure de la protéine est présente, en tout cas contenant des domaines EC, dans ces protéines de choanoflagellés. Et la fonction est tout à fait inconnue. Il n'y a pas encore, jusqu'à présent, d'études fonctionnelles de ces protéines chez les choanoflagellés, mais suggérant peut-être une fonction dans la reconnaissance de bactéries, de proies, etc. Les études plus approfondies qui ont suivi ont montré que chez les choanoflagellés, il y avait un nombre en fait important de cadérines. Vous voyez ici le nombre chez la souris, 127, dans d'autres organismes comme la drosophile 17, et chez les choanoflagellés, il n'y a pas une ou deux cadérines, il y en a en fait autant que dans un invertébré comme la drosophile. Donc il s'agit d'une famille large.
dans lesquels on peut reconnaître donc, comme motifs structuraux la répétition de ces domaines EC en bleu, et également d'autres domaines comme les domaines EGF et laminine G qui sont présents ici dans le domaine aminoterminal chez les guanoflagellés. Et nous allons voir maintenant de façon remarquable d'autres domaines protéiques qui ne sont trouvés que chez les cadérines de guanoflagellés et qui sont absents des cadérines dites classiques et que l'on trouve dans les mécanismes d'adhérence chez les vertébrés, par exemple. Il s'agit en particulier du domaine aminoterminal de Hedgehog, qui est une protéine de signalisation extrêmement importante chez les vertébrés. Et de façon remarquable, on trouve ce domaine en partie aminoterminal chez cette espèce Monocyga brevicolis, le guanoflagellé, et également, on le retrouve chez les éponges et les cnidères, c'est-à-dire les méduses. Aucune cadérine présente chez la souris et chez tous les Bilateria ne présente ce domaine. Donc ceci, et ainsi que la présence de domaines SH2 qui sont typiquement associés à des fonctions tyrosine kinase, suggèrent que ces cadérines est en fait principalement une fonction de signalisation, peut-être impliquant également la reconnaissance dans le domaine extracellulaire de bactéries, on ne sait pas, mais qu'elles aient une fonction de signalisation. Et la découverte de fonctions que l'on trouve chez les protéines Hedgehog, chez les vertébrés, suggère en fait aussi une origine tout à fait originale de la fonction Hedgehog chez les vertébrés, comme en fait provenant de molécules de signalisation dans un ancêtre commun aux guanoflagellés et aux métazoaires. On peut voir que la localisation de cette cadérine corrèle remarquablement avec l'actine, que l'on peut voir ici dans la structure en collier, mais de façon intéressante, chez ces guanoflagellés, on ne rencontre pas de bêta-caténine, donc ces molécules dont nous avons vu, ni d'alpha-caténine, ces molécules dont nous avons vu qu'elles jouent un rôle central dans le couplage avec l'actine. Donc la suggestion faite par ces auteurs, en l'absence de données fonctionnelles pour le tester, est que ces guanoflagellés, dont on sait qu'elles interagissent avec des bactéries, symbiotes ou d'autres qui peuvent être des structures dont elles se nourrissent, ont des fonctions de signalisation de nature tyrosine kinase, Hedgehog, etc. Une étude plus large maintenant a étudié donc, la diversité des complexes des gènes cadérines ainsi que des caténines, et donc du complexe caténine-cadérine dont nous avons vu l'importance dans les phénomènes d'adhérence, en étudiant toujours le guanoflagellé, donc S. rosetta, mais également un organisme qui a ce nom assez barbare, qui est en fait une structure unicellulaire qui est considérée comme une branche qui s'est séparée avant l'ancêtre commun aux guanoflagellés et aux métazoaires, donc beaucoup plus ancestrale, si vous voulez. Et comme troisième espèce, l'éponge, que nous verrons dans un second temps. Et le point important est que ces auteurs ont découvert, à vrai dire, 3 familles de cadérines, qui ont, alors ces 3 familles sont présentées en rouge ici, leftyrine, coérine et Edgeling. Edgeling est la famille dont j'ai parlé, qui présente donc ce domaine aminoterminal de Hedgehog et qui suggère une fonction de signalisation de ces cadérines. Une deuxième famille contient un domaine coérine, ici, qui sinon est trouvé que chez les archéas et les bactéria, dont on ignore totalement la fonction. Et cette troisième famille, leftyrine, qui contient en fait dans la partie extracellulaire le domaine laminine G qu'on retrouve chez les cadérines de vertébrés, domaine EGF, etc. Donc finalement, une très grande diversité de cadérines à la surface de ces exprimées chez l'ancêtre commun des guanoflagellés et des métazoaires. Comme je l'ai dit, ces organismes ne présentent pas de caténine. Et du reste, même la structure, le domaine intracellulaire de cadérine ne présente aucune homologie avec le domaine intracellulaire des cadérines classiques dont j'ai parlé, E-cadérine, N-cadérine dans ce cours, et qui permet l'interaction avec bêta-caténine, alpha-caténine et donc l'actine. Donc, en raison des propriétés uniques des domaines extracellulaires suggérant une fonction de signalisation et de l'absence de connexion avec l'actine, en tout cas via les caténines, les auteurs concluent à une fonction de signalisation à la surface qui serait totalement dissociée vraisemblablement de la fonction d'adhésion. En tout cas, il s'agit maintenant de faire des expériences fonctionnelles pour tester cette hypothèse.
Et en revanche, chez les éponges, dont, rappelez-vous, nous avons parlé la dernière fois au tout début du cours, les auteurs ont montré qu'il existait des cadérines de type classique, en tout cas chez l'espèce Oscarella carmela, et en particulier dans ce domaine classique intracellulaire. Donc, on observe par alignement de séquences deux acides aminés, donc un glutamate et un aspartate représentés en vert, qui sont conservés chez différents organismes, la souris et la drosophile représentés ici. De surcroît, les auteurs identifient chez ces organismes des bêta-caténines avec la répétition de domaines armadillo, 11 dans le cas de cette éponge, Oscarella carmela, et plus précisément en regardant la structure de cette répétition armadillo chez le zebrafish, qui est une structure connue, et en prédisant la structure sur la base de la séquence d'acides aminés chez l'éponge, on observe, les auteurs prédisent en fait une similitude de structure, et ce sillon positivement chargé mettrait dans des configurations assez semblables à ce que l'on trouve chez le zebrafish des lysines, représentées ici en rouge, qui sont de surcroît conservées chez la souris et le poisson zèbre. Donc, en l'absence de données fonctionnelles chez l'éponge, mais sur la base d'homologie de séquence, les auteurs prédisent l'émergence de caténines et de cadérines classiques chez les éponges, et donc pas uniquement chez les bilateria, contrairement à ce que la littérature disait à l'époque. Donc, on voit ici donc, de façon synthétique la révision assez profonde sur l'origine des molécules d'adhésion, dont je précise que jusqu'à l'existence de ces études, la communauté scientifique pensait qu'elles étaient spécifiques des organismes dits supérieurs, en tout cas des bilateria. On les observe chez les éponges, en tout cas les cadérines classiques, et même un ancêtre commun aux choanoflagellés et aux métazoaires présentait des cadérines qui n'étaient sans doute pas associées à des fonctions d'adhérence, mais qui néanmoins avaient fonction de signalisation et avaient, à l'exclusion du domaine cytoplasmique qui permet le couplage avec les caténines et donc avec l'actine, la présence de tous les domaines structuraux qui permettent l'interaction homophilique, et je veux dire par là les domaines EC, dont nous avons vu l'importance dans la ligation dans l'ectodomaine des cadérines. Et donc l'invention de la cadérine classique impliquée dans l'adhésion, en tout cas sans données fonctionnelles pour le tester jusqu'à présent, reviendrait en fait à l'ancêtre commun des éponges au sein des métazoaires, donc représenté ici par le point bleu. Et pour finir très rapidement, encore plus loin dans l'évolution, regardons maintenant ces slime molds, ces organismes dont on peut voir ici la diversité de structures, on pourrait croire des champignons. Il s'agit en fait d'organismes qui sont en partie à l'état unicellulaire et qui peuvent former, pour la formation des spores et donc pour la dissémination de leurs gènes, ces structures qu'on appelle des fruiting bodies et qui, à vrai dire, sont extrêmement diverses en termes de forme, de coloration et autres. Voilà quelques images retirées sur Internet. D'autres slime molds forment ces structures aussi remarquables que ces tapis que l'on peut voir sur cette diapositive. Et donc nous sommes vraiment dans une branche autre, c'est-à-dire dans cette zone de l'arbre phylogénétique que je vous ai représenté, une très très grande diversité d'espèces, certaines extrêmement étudiées, comme vous le savez, Dictyostelium, Discoideum, qui donc forment, dans des conditions nutritives réduites, un agrégat, la formation de ce fruiting body et les spores étant disséminés en haut. Donc ici, vous voyez la formation de ces agrégats multicellulaires et la formation de ces structures. Et nous allons voir que chez ce slime mold, il y a des structures épithéliales qui ont été identifiées ces toutes dernières années et qui ont totalement permis de réviser l'origine des épithélias. Et nous allons voir l'impact que cela a eu dans l'origine des fonctions de cadérine et de caténine. Donc, la première étude revient à Harwood et ses collègues en 2000, donc il y a quelques années. Ces auteurs ont publié dans Nature l'idée que ces cellules présentes dans cette structure très distale du fruiting body ont une structure, en tout cas columnaire, dans laquelle, en microscopie électronique, on observe une densité d'actine, une électrodensité qui ressemble beaucoup aux images que je vous ai montrées de Palladé des années 60, dans lesquelles on voit ces zonula adherens avec des associations membranaires, les filaments d'actine, en tout cas que l'on devine comme de l'actine.
De surcroît, les auteurs clonent chez cet organisme une protéine qui est en fait l'homologue de bêta-caténine, appelée ARVARC, appelons-le bêta-caténine. Cette molécule est détectée dans ces zones zonula adherens par ces particules en or que vous pouvez voir ici. Donc les auteurs en fait identifient il y a une quinzaine d'années des jonctions adhérentes avec bêta-caténine dans ces structures. Le laboratoire de James Nelson et de Bill Weiss, il y a quelques années, ont montré plus précisément que ces cellules sont des cellules épithéliales au regard de leur organisation fonctionnelle. En particulier, les auteurs montrent que la partie apicale de ces cellules, celle qu'ils nomment apicale, est enrichie en actine, que l'on peut voir ici, qu'elle présente également un dépôt de cellulose dans la partie extracellulaire, cellulose étant sécrétée, et qu'elle forme, si vous voulez, un tube dont la rigidité permet d'assurer la cohésion de cette partie distale. On observe également une polarisation des organelles intracellulaires, appareils de Golgi, microtubules, etc. Et même la structure contractile, donc le moteur myosine 2, est présent dans la partie apicale de ces cellules. Donc une organisation fonctionnelle qui est extrêmement conforme à ce que l'on peut observer dans les cellules épithéliales de mammifères ou d'invertébrés. Et les auteurs identifient, en plus de bêta-caténine, alpha-caténine, cette molécule dont nous avons parlé et qui est directement associée à l'actine. L'alpha-caténine de Dictyostelium discoideum, représentée ici, a la même structure en domaine que chez les alpha-caténines de vertébrés. Les auteurs ont pu montrer qu'elle se lie à l'actine et qu'elle interagit aussi biochimiquement avec bêta-caténine. Donc on voit ici, chez les slime molds, l'existence d'un complexe alpha-bêta-caténine lié à l'actine, comme on le retrouve chez les vertébrés. Rappelez-vous que chez les choanoflagellés, dont nous sommes plus proches, il n'y a pas de caténine. Donc ceci suggère que l'ancêtre commun à un nombre plus important de tous ces organismes présentait des caténines et qu'ils auraient été perdus peut-être chez les choanoflagellés. Des études fonctionnelles chez Dictyostelium montrent que la perte d'alpha-caténine ou de bêta-caténine altère profondément la structure épithéliale de ces cellules. Vous voyez ici un amas multicouche de ces cellules. Et donc elles ont un rôle fonctionnel dans l'organisation épithéliale. Et donc ceci conduit les auteurs dans cette revue extrêmement intéressante que je vous invite fortement à lire, une révision profonde de l'hypothèse tacitement acceptée par tous d'invention, entre guillemets, indépendante et multiple de la multicellularité, qui est, comme je l'ai dit même dans mon introduction sur le chapitre évolution, la notion largement reconnue. Ces auteurs suggèrent, en tout cas, font l'hypothèse d'une hypothèse alternative dans laquelle la multicellularité, en tout cas sous une forme facultative, comme on peut le voir chez Slime Molds, serait ancestrale en fait à tous ces organismes, à savoir Bilateria, mais également les éponges, effectivement les choanoflagellés que je recherche, voilà, les voici, et également donc les amibes sociaux, qui serait peut-être la meilleure traduction à slime mold d'ailleurs, amibes sociaux. En tout cas, on voit ici chez les organismes toute une série d'attributs de cellules épithéliales, la polarisation, de leur organisation, etc. La seule chose qui manque à ces organismes est cadérine. Voilà en fait le point que je trouve assez intéressant. On a observé les cadérines, comme on l'a vu chez les choanoflagellés. Il n'y avait pas de caténine, et inversement, chez les amibes sociaux, on trouve ces caténines, des fonctions dans l'organisation columnaire épithéliale, et pas de cadérine. Et donc, les auteurs suggèrent que cette propriété de multicellularité est ancestrale et qu'elle a été perdue sélectivement dans différents phyla au cours de l'évolution. Donc la conclusion générale de cette partie évolution et la fin de ce cours permet de suggérer le scénario suivant sur l'origine des fonctions cadérines telles que nous les voyons chez les organismes et qui nous ont intéressés dans le reste de ce cours, à savoir tout d'abord l'émergence de cadérines impliquées dans des fonctions de signalisation chez les organismes chez qui la multicellularité est facultative et qui seraient présentes chez le LCA, Last Common Ancestor, l'ancêtre commun aux métazoaires et aux choanoflagellés. Indépendamment de cela, et non pas séquentiellement, l'émergence de caténines et donc du couplage avec l'actine impliquées dans les interactions cellulaires et la production de structures épithéliales, comme on peut le voir chez les amibes sociaux, et qui seraient donc présents
dans l'ancêtre commun à tous ces organismes qui, en fait, présenteraient également une multicellularité facultative. Et finalement, ces deux fonctions qui existaient séparément ont pu, à la faveur de recombinaisons, comme on le sait, une façon très efficace de créer de nouvelles fonctions biologiques, de coupler moléculairement la capacité de se lier aux caténines, qui n'étaient pas présentes chez les molécules qui ne sont pas des cadérines chez les choanoflagellés, et qui existeraient donc chez l'ancêtre commun aux éponges et aux bilataria, vu qu'on a trouvé les caténines et le domaine cytoplasmique classique d'interaction avec les caténines chez les éponges. Donc voilà qui change en tout cas le regard sur, d'un côté, l'origine de la fonction aussi complexe que l'adhérence, en la voyant selon le schéma d'interaction extracellulaire, reconnaissance dans l'environnement extracellulaire, qui était la fonction sans doute ancestrale des cadérines, et leur couplage avec l'actine, les deux fonctions conjuguées permettant interaction avec l'environnement, on entend par là reconnaissance homophilique de cellules avec l'argument de spécificité, et le couplage avec l'actine qui a permis sans doute des modalités d'organisation dynamique très différentes. Et les modalités d'organisation dynamique et les conséquences à en tirer en termes d'adhésion seront l'objet du cours suivant, à savoir penser maintenant l'adhésion comme un processus actif, qui est en fait, je pense, une des notions les plus fondamentales qu'il faudra retirer sur l'adhérence, et notion tout aussi fondamentale, les processus dissipatifs associés au phénomène d'adhérence. Et puis nous terminerons à la fin du troisième cours sur l'adhérence une vision générale sur que faut-il retirer comme question en suspens sur l'adhérence pour ceux qui sont intéressés dans leur recherche à cette notion. Voilà, je vous remercie.